bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez, à présent, nos chers téléspectateurs. Toujours avec votre humble émission, la tribune des étudiants congolais. Vous le savez très bien, comme d'habitude, nous n'avons jamais été seuls avec notre émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très capitale et très pertinente pour vous, jeunes, congolais, étudiants, élèves qui nous suivez actuellement. Nous allons parler d'une thématique qui est centrée sur la citoyenneté. Eh bien, nous allons voir si le civisme est un atout de la jeunesse congolaise en particulier. Nous allons voir de quelle manière le civisme peut être un atout. Et est-ce que la jeunesse congolaise fait partie de cette civilité ou de cette civisme? Nous allons voir ça avec vous, nous allons savoir de quelle manière, de quel procédé, et avec un spécialiste bien sûr qui va vraiment nous parler en grand détail, avec beaucoup de précision, éclairer vraiment la vision de la jeunesse congolaise et aux étudiants de vraiment savoir quels sont leurs droits qui sont liés à leur, en étant citoyens de ces pays. Et nous sommes là avec le professeur Baïzir Roukémoa Pascal. C'est bien lui va essayer de décortiquer cette belle thématique auprès de vous, afin que nous puissions avoir tous des éclaircissements là-dessus, car nous avons constaté que la jeunesse congolaise a beaucoup de lacunes par rapport à la citoyenneté. Et c'est aujourd'hui là, avec un spécialiste du domaine, il va vraiment nous éclaircir par rapport à cette belle thématique. Avec beaucoup de respect et à vos titres et qualités respectives, monsieur le professeur Baïzir Roukémoa, nous vous saluons. Merci beaucoup, je vous salue. D'accord. Monsieur le professeur Roukémoa Baïzir, pouvez-vous nous parler de vous? Ben, qu'est-ce que je peux dire de moi? Sinon que je suis professeur, vous l'avez déjà dit. Je suis aussi promoteur de cette école dans laquelle vous nous trouvez aujourd'hui, Humanité Nouvelle. Je crois que c'est suffisant pour parler de moi. Bon, merci beaucoup. Je crois que les téléspectateurs ont capté. Donc nous sommes en face avec un spécialiste du domaine. L'homme en fait qui a vraiment de la potentialité par rapport à la matière. Il va vraiment nous éclaircir par rapport aux civilités, au civisme et aux citoyennetés. Monsieur Baïzir Roukémoa, que pensez-vous à cette thématique? Le civisme est un atout de la jeunesse congolaise. Pouvez-vous... Oui, bon, d'abord il faut peut-être que je précise qu'est-ce que le civisme, qu'est-ce que moi j'aime appeler ça la citoyenneté responsable et active. En fait, la vie dans un État, dans un village, dans n'importe quel endroit collectif, fait se rencontrer des gens qui ont des intérêts divergents, qui ont des visions divergentes, et qui ont une culture qui n'est pas toujours la même. Et donc, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Et pour apprendre à vivre ensemble, c'est ce qu'on appelle la vie en communauté qui doit être civique. Ça veut dire qu'ils doivent être de bons citoyens. Vous n'êtes pas de la même tribu, vous n'êtes pas de la même famille, vous n'avez pas nécessairement les mêmes intérêts, vous n'avez pas nécessairement la même vision, mais vous êtes dans la même cité. Alors vous devez avoir un comportement relatif à ce qu'il y ait la paix et l'harmonie dans la cité. C'est ça le civisme. Ça veut dire un comportement qui met tout le monde à l'aise, qui respecte le bien commun, qui respecte les intérêts privés, mais en valorisant aussi l'espace collectif, l'espace commun. De manière que dans l'espace commun, les gens puissent vivre dans un certain civisme, ça veut dire dans une culture, dans une vision, dans un comportement qui favorise l'harmonie dans la cité. C'est ça le civisme. Moi j'appelle ça la citoyenneté responsable et active. Ça veut dire qu'il faut assumer sa part de responsabilité dans cette collectivité qu'on appelle cité, et il faut rester actif. Parce que par exemple, les routes, toutes les structures collectives ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Il faut que les gens y participent. C'est pour ça qu'il faut
la participation citoyenne, c'est pour ça qu'il faut le bénévolat citoyen, c'est pour ça qu'il y a la démocratie, c'est pour ça qu'il y a des institutions pour réaliser toute cette vie collective. Donc ça, c'était juste pour qu'on soit d'accord sur de quoi nous parlons. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé lorsque vous aviez éclairci sur le mot civisme. Vous parlez beaucoup plus sur l'éducation. C'est une éducation à la citoyenneté active. Donc nous mettons... À la citoyenneté responsable active, on peut dire aussi à la vie collective dans une cité. La vie collective Ça veut dire que les gens puissent avoir une culture qui leur permette de tolérer les différences, qui leur permette d'accepter que l'autre ne soit pas de votre point de vue, qu'il ne soit pas de votre tribu, qu'il ne soit pas de votre race, mais vous vivez dans la même cité. Une culture qui vous permette d'accepter que tout le monde apporte sa petite pierre pour construire les édifices collectifs et maintenir les intérêts communs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que, chers téléspectateurs, vous nous suivez de près, chers étudiants, chers élèves, chers parents, vous nous suivez de près. Veuillez vraiment prendre ceci en considération car c'est n'est pas un mess à faire, nous devons prendre nos responsabilités en main. Monsieur le professeur, est-ce que pensez-vous que la jeunesse apporte une pierre d'édifice au sein de notre pays? Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. La jeunesse, et je vais d'abord définir ce qu'on pourrait appeler ensemble jeunesse. Vous savez, les enfants ils naissent. Moi j'aime calculer comme les Incas. Les Incas, c'était un peuple qui était très magnifique. Il calculait par 7 ans. Lorsqu'un enfant a 7 ans, il quitte la tendre jeunesse, la tendre enfance. Il entre dans une enfance qui l'amène jusqu'à 14 ans. Hein? La puberté, l'adolescence. Et puis, après 14 ans, il va, les 7 années suivantes, l'amène à 21 ans. Ça veut dire un homme mûr, un homme mature, un homme... qu'on pourrait dire adulte. Ok? Alors, à partir de 14 ans, chez les Incas, l'enfant doit assumer un rôle dans la famille. Mais à partir de 21 ans, l'enfant doit assumer un rôle dans la société. C'est un homme. Et si vous regardez les lois électorales à travers le monde, à 18 ans, on peut voter, à 21 ans, on peut être élu presque dans toutes les fonctions. Alors, donc je vais dire que la jeunesse peut partir de 14 ans, mais peut-être commençons par de 18 ans, hein, parce que chez nous, la loi électorale autorise un individu de 18 ans d'être électeur et d'être éligible. Alors, donc à ce moment-là, la jeunesse, nous pouvons la fixer à ce moment, à cet âge-là. Alors regardez, ce sont les gens les plus dynamiques, ce sont les gens les plus enthousiastes, hein, ils ont encore l'enthousiasme pour la vie, ils sont forts physiquement et ils peuvent entreprendre des choses tellement importantes que le pays peut se sentir boosté par cette énergie nouvelle, jeune, toute neuve et capable, avec une intelligence non encore corrompue, hein, et un corps tout à fait au point. Et la jeunesse est effectivement l'espoir d'une nation. Et ce n'est pas comme on dit d'habitude que c'est l'avenir. Non, 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 c'est déjà le présent. Par exemple, je vais prendre un exemple. Nous sommes en guerre à l'Est. Mais les militaires, les bons militaires, mais ils sont dans la jeunesse. On ne recrute pas un militaire après un certain âge. Le militaire, c'est de 18 ans, 45 ans, qu'il peut être combattant, un bon combattant. Alors, la jeunesse, les gens la fixent à des âges divers. Il y en a qui disent, après 35 ans, la jeunesse commence à se terminer. Il y en a qui disent, la jeunesse va jusqu'à 45 ans. Il y en a qui disent, non, c'est de 7 à 77 ans. Alors, donc, on ne peut pas se mettre d'accord sur cette équation dans une émission, mais au moins on sait que la jeunesse, c'est cette tranche d'âge où l'homme a encore toute sa fraîcheur, toute sa force, l'esprit libre et non corrompu. Merci beaucoup, nous avons beaucoup apprécié. Vous aviez parlé que les jeunes ce sont les points moteurs d'un État, ils sont là pour apporter la pierre d'édifice. Et tenez-vous compte
des jeunes qui sont dans le vagabondage, des Koulouna ici, est-ce qu'eux aussi font partie de ces jeunes-là qui apportent une pierre d'édifice? En tout cas, lorsque vous regardez les Koulouna agir, vous voyez qu'ils ont une énergie qu'ils utilisent, mais que cette énergie est utilisée de manière négative. Je pense que si la société peut s'arranger pour que cette énergie de Koulouna soit utilisée dans des choses positives, eh bien oui, les Koulouna sont, comme tous les autres jeunes, ils sont importants pour l'avenir de la population, mais dans leur cas, ils utilisent l'énergie de manière négative. Il appartient à la société de le réorienter pour que cette énergie soit utilisée pour bâtir les valeurs et bâtir, le progrès, l'évolution vers la noblesse, vers le bien, vers le beau. Mais les Koulouna nous interpellent aussi. Est-ce que nous, la société congolaise, avons donné aux jeunes la bonne éducation? Est-ce que nous leur avons donné le bon attrait? Est-ce que nous leur avons donné le bon modèle? Est-ce que le fait qu'il y ait des Koulouna n'est pas finalement une interpellation pour nous tous? Comment avons-nous élevé nos enfants? Et quelle est la responsabilité que l'État prend pour les jeunes? Donc, il faut voir ça de manière positive et négative, mais moi je souhaite que les Koulouna utilisent leur énergie de manière positive au lieu de l'utiliser de manière négative. Exactement. Je rappelle que nous sommes en face du professeur Maïtiro, un spécialiste de la magie, professeur ainsi que les promoteurs de l'école d'humanité nouvelle, ainsi que les promoteurs aussi professeurs à l'IPEL. Et bien voilà, c'est dans la personne avec qui nous sommes en face. Il est en train de nous parler vraiment de la citoyenneté responsable et active. Cher professeur, par rapport à ces jeunes-là, quelle serait votre sensibilisation que vous alliez apporter auprès de cette jeunesse, afin qu'ils puissent utiliser leur énergie d'une manière positive et non négative? Bon, mon propos va aller d'abord chez les adultes. Parce que comme vous le savez, les êtres humains ont aussi la tendance à l'imitation. Si les adultes sont corrects, si les adultes donnent un bon modèle aux jeunes, les jeunes vont suivre le modèle. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que les adultes deviennent eux-mêmes pas toujours le modèle. Et s'ils sont un peu modèles, ils laissent les jeunes être inspirés, éduqués, modelés par la rue ou par la télévision, l'Internet et des choses qui ne sont pas contrôlées. Conséquence, les enfants développent une culture que les adultes ne contrôlent pas et à un moment donné, on les retrouve dans des pratiques qui ne sont plus acceptées par la société. Donc ma première interpellation, c'est les adultes. Est-ce que les adultes peuvent constituer des modèles, assumer leur devoir d'exemplarité en connaissant la vérité, en s'y appliquant, en recherchant la noblesse et en s'y appliquant, de manière que le modèle qu'ils donnent soit le modèle sociétal que les jeunes imitent ou suivent, et de manière à attirer vers le Congo des esprits nobles, des esprits capables de travailler dans le bien et pas dans le mal. Alors, donc je ne vais pas interpeller les jeunes en les accusant, même si je vais dire quand même que chacun de ces jeunes est doté du libre arbitre, doté de la capacité d'analyser les choses et peut donc savoir distinguer le mal du bien. Et donc je les invite à développer un savoir, à développer la connaissance du vrai, du beau et du juste, de manière que leur action, que leur comportement soit constructif. Je veux que ce soit des bâtisseurs. Parce que nous sommes ici au Congo pour bâtir le Congo, pour le faire avancer. Et ça, c'est le rôle avant tout des jeunes. Parce qu'ils ont l'énergie, ils ont
le temps, parce qu'ils viennent de venir sur Terre, ils doivent jouer un rôle. Et ce rôle doit être un rôle de bâtisseur, un rôle positif. Une seule chose, à mon avis, peut les amener à jouer ce rôle positivement et correctement, c'est de s'initier au savoir véritable, à la vérité, à la justice, à la justesse, donc au bien. S'ils ont un savoir réel, un savoir ce n'est pas livresque, ce n'est pas des choses qu'on apprend et puis on les applique, non. Un savoir, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on pratique, de manière que ça se transforme en une valeur vivante en soi-même. C'est ça que moi je peux dire aux jeunes. Et je ne vais pas aller par le chemin de commencer à les accuser. Je ne suis pas accusateur. Je ne me veux pas accusateur. Je dis ceci, nous sommes dans une société où les gens ne se ressemblent pas, où ils ont des intérêts divergents, où ils ont des cultures différentes, où ils ont des besoins différents. Restons compréhensifs sur la différence des opinions, sur la différence des intérêts, et essayons d'être coopératifs pour que la société reste dans l'harmonie, dans la paix, et que la société marche vers le bien, vers la vérité, vers le beau, vers le juste. Bref, comme disait le Christ, que la société reste dans l'amour et que cet amour soit un amour du prochain réel qui favorise le développement, l'évolution vers le bien, vers le vrai, vers le beau. Merci beaucoup, cher professeur. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en face avec un spécialiste de la matière. Il nous parle vraiment des très bonnes choses, dont qui nous tous, moi et vous, devons en fait être les artisans de la vertu, qui est le bien. Si nous sommes ces artisans de la vertu, nous allons épater notre pays, nous allons épater même les mondes. Donc ça serait quelque chose de très primordial, est-ce que nous puissions prendre en compte ce qui s'est dit à présent. Cher professeur, il y a une question qui me brille la langue que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'il y a des devoirs qui incombent la jeunesse par rapport à la citoyenneté? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le premier devoir de la jeunesse, c'est d'abord de savoir que seul le travail anoblit. Okay. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une tendance à s'asseoir, à se reposer, à jouer aux bourgeois, à être tout le temps dans les loisirs, à être tout le temps en train de chercher des distractions. Si vous demandez à un jeune aujourd'hui quel est l'emploi de temps, comment il dépense ses 24 heures, vous verrez que l'Internet et la télévision prendront déjà les 50... Non. La jeunesse est là pour travailler. Et seul le travail ennoblit l'homme. Okay? L'homme trouve son bonheur dans la réalisation de résultats de son travail. Et donc ça c'est tellement important que c'est le premier devoir de la jeunesse. Travailler, bâtir, faire des résultats. Transformer ce monde en paradis. C'est ça le premier devoir de la jeunesse. Pour travailler, pour faire des résultats, pour transformer ce monde en paradis, on a besoin de savoir. La jeunesse a donc besoin de savoir. Et le savoir, il faut les retrouver où il est. Le savoir, c'est maîtriser les lois de cette nature. Hein? Savoir comment on cultive le maïs, comment on cultive la banane, comment est-ce que l'eau ici peut être propre, comment est-ce que les arbres peuvent être entretenus pour qu'ils nous donnent les fruits dont nous avons besoin. Donc cette connaissance de la loi de la nature est tellement vitale que la jeunesse a ça pour devoir, connaître, appliquer dans le travail. C'est ça le devoir pour moi. Merci beaucoup, merci. C'est très touchant et très responsable. C'est très responsable. Et cher professeur, j'espère que vous êtes vraiment au courant qu'il y a des amis, des étudiants qui connaissent, qui apprennent en réalité même un cours des disciples
c'est la citoyenneté. Mais hélas, c'est déplorable et impitoyable, ces étudiants-là qui apprennent ces cours, ils ne les mettent pas en application. Par exemple, nous prenons l'exemple de celle des Lévites, ils apprennent un cours de la citoyenneté, du faire le bien au sein de la société à laquelle ils vivent. Mais ces élèves-là sont entrés pour revendiquer des histoires en abîmant la société, en rendant la société encore plus mauvaise. Est-ce que ces étudiants-là, est-ce qu'ils ont réellement compris la matière auquel que les enseignants donnent, ou ils ont un problème qui sont liés à eux, un problème psychique ou est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Bon, il me semble qu'on ne peut pas cibler une seule catégorie d'étudiants. On peut cibler la société entière. Ok. Parce que le savoir n'est savoir, mais utile. Hein, ça veut dire être étudiant, apprendre à l'université, ça n'a de l'importance que si ce savoir est pratiqué, si ce savoir passe par l'expérience vécue et que les gens finissent par porter ces savoirs en eux comme valeur vivante et puissent pratiquer ce savoir au quotidien comme valeur faisant partie d'eux-mêmes. Alors, il y a là des étapes. Connaître, ça veut dire trouver la vraie connaissance, appliquer cette connaissance et la traduire en action, ça veut dire la vivre et en faire une expérience vécue. Ça, c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème presque pour tout le monde parce que qu'est-ce que nous remarquons? Ce que nous remarquons, c'est ceci, c'est que les gens apprennent des choses, mais ils apprennent ça sans entrer en profondeur, sans chercher à pratiquer ces choses, sans chercher à déduire de ces choses une véritable expérience. Conséquence, vous trouvez des médecins qui ne soignent pas, des enseignants qui n'enseignent pas, des étudiants qui n'étudient pas. Donc, on donne des noms à des gens, on donne des diplômes à des personnes, alors que dans leur fort intérieur, ils ne disposent d'aucune expérience, d'aucune valeur qui justifie les noms qu'on leur donne. Ainsi, vous allez voir des pratiques comme celles que vous venez de décrire, que des étudiants qui sont en fait le sommet de la jeunesse, parce qu'ils sont l'élite de la jeunesse, et l'élite, je l'ai toujours dit, l'élite a pour rôle d'apporter les solutions aux problèmes qui défient la société. Ça veut dire, si les étudiants ne peuvent pas être ceux qui apportent la solution, ceux qui trouvent les bonnes pistes, les bonnes voies pour aller vers le progrès, pour aller vers l'évolution, pour aller vers le bien, le juste, le beau, eh bien, à ce moment-là, je me demande pourquoi on les appellerait étudiants. Parce que moi, je pense qu'un étudiant, c'est un chercheur. Un chercheur doit chercher avec sérieux. Ok? Il doit chercher à connaître, appliquer, vivre d'expérience et finalement être utile. C'est ça que j'appelle la théorie de l'utilité. Si quelqu'un n'est pas utile, il ne sert à rien. Alors, si au lieu d'être utile, vous devenez même destructeur, alors là, c'est la catastrophe. Que vous soyez étudiant, que vous soyez professeur, que vous soyez prêtre, cette théorie tient pour tout le monde. Ça veut dire, tout celui qui a fréquenté un savoir qu'il n'a pas pu approfondir jusqu'à l'appliquer, à le transmettre dans les actes, à en avoir une expérience vécue, porte le nom sans le mériter. Il porte le nom de docteur, de professeur, de ceci. Ça veut dire nous donnons le nom de nos prestigieux à des gens qui ne le méritent pas. Ou nous donnons le même nom aux choses différentes. Merci beaucoup. Un auteur a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Absolument. Je pense que c'est des catégories de ces différentes personnes n'ont pas la conscience. Leur conscience est abusive. En tout cas, ils ont enterré, ils ont émuré, ou ils sont laissés dormir leur esprit
et donc de ce fait même, leur conscience. Alors ils ne servent à rien, c'est des machines, c'est des, je ne vais pas dire des animaux parce que les animaux ils font leur rôle. Mais si les humains ne font plus leur rôle, je ne sais même pas trouver un mot, mais en tout cas ils ne sont pas utiles. Ils ne sont pas utiles. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de gens pour uniquement consommer, critiquer, exiger, jouir de pseudo-plaisirs et loisirs. Ces gens-là ne nous avancent pas. Ils ne nous amènent nulle part. Merci beaucoup, cher professeur. C'est une très belle matière. C'est vraiment une très belle matière que j'ai beaucoup appréciée, cher téléspectateurs. Je crois bien que vous apprécierez cette matière, car c'est une matière très capitale pour nous tous. En fait, nous puissions savoir quels sont nos droits liés à notre société, quelles sont nos responsabilités que nous devons utiliser vis-à-vis de notre société. Car sans cette société, nous aurons pris encore une autre société à laquelle nous pouvons y rester. Donc nous devons prendre bien soin de cela et ça fait partie d'une très grande responsabilité. Et cette responsabilité nous demande de pouvoir travailler. Tel que le professeur a dit, si nous travaillons, nous mettons en œuvre cela, ça nous aidera. Est-ce que nous puissions aller de l'avant? Nous allons rendre les pays un paradis. Nous allons rendre les choses plus merveilleuses que nous avions toujours pensé. Donc nous vous demandons avec beaucoup de respect de pouvoir mettre cela en pratique. Mettre cela, ce que les conseils nous disent à présent tous, que nous puissions les mettre en pratique, si et seulement si nous les mettons en pratique. Je pense que la RDC serait l'Allemagne telle que le président de la République avait mentionné, M. le professeur. Bon, la RDC n'a pas besoin d'être l'Allemagne. Hein? La RDC a besoin d'assumer le rôle que lui confie la nature. Ça veut dire que chaque peuple a été placé à un endroit pour développer cet endroit-là, pour ennoblir cet endroit-là. La RDC a un rôle dans le concert des nations. La RDC doit rester RDC pour jouer son rôle, qui n'est pas le même rôle que l'Allemagne. Donc c'est un peu un complexe inutile d'infériorité qui nous font penser que nous devons ressembler à tel, nous devons ressembler. Non, non, non. Si le créateur de ce monde en veut voulu que nous tous nous ressemblions à un seul peuple, il n'aurait créé qu'un peuple. Mais s'il a créé beaucoup de peuples, s'il a créé beaucoup de races, s'il a créé beaucoup de tribus, s'il a localisé chaque tribu dans un espace géographique, c'est qu'il a donné à chacun de ces peuples un rôle. Et ce peuple doit jouer ce rôle sur son terroir. Merci beaucoup, cher professeur, chers téléspectateurs. Nous vous saluons tous là où vous êtes à présent et nous vous disons de vouloir vraiment vous abonner même dans notre chaîne YouTube qui a été toujours déversée. Et s'il y a des questions, des suggestions, veuillez toujours nous écrire sur la bande de silence. Nous allons toujours vous répondre. S'il y a des thématiques à pouvoir nous proposer, nous allons toujours discuter cela avec les hommes vraiment acquis des droits, des personnes compétentes qui nous donnent toujours des très belles matières. C'est bien là toujours votre émission. Nous commençons déjà à chuter vers la fin de notre émission. Et il nous reste une question que nous aimerions poser à notre cher professeur. Cher professeur, vous aviez vraiment bien décortiqué. Nous vous remercions pour cette analyse faite. Et nous aimerions savoir la dernière proposition, si on peut le dire. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire par rapport à ceux-là qui ne jouent pas de leurs droits? Bon, une fois de plus, Sam, je veux dire que la préoccupation première de la jeunesse ne doit pas être de jouir de leurs droits. La préoccupation première de la jeunesse doit être d'assumer leurs devoirs. Lorsque vous assumez votre devoir, par retour de la manivelle, vous jouissez de vos droits. C'est en fait la loi du donner, du recevoir. Lorsque vous donnez, automatiquement vous recevez. Observez-vous quand vous respirez. Lorsque vous expirez profondément, automatiquement, le corps lui-même tire l'oxygène vers vous. Donc, notre préoccupation pour la jeunesse doit être d'abord d'assumer ses responsabilités. Lorsque vous trouvez quelqu'un sur la route
qui ne fait que se plaindre de ce qu'il n'a pas, c'est anormal. Il faut que les gens soient préoccupés à assumer leurs responsabilités. Lorsqu'ils assument leurs responsabilités, ils vont remarquer que par retour de la manivelle, ils vont jouir de leurs droits. Donc, ce que moi je veux dire, pour que la jeunesse jouisse de ce droit, il faut qu'elle se réveille, qu'elle travaille. Et du coup, elle va être celle qui distribue les droits. Parce que le travail vous donne des capacités, vous donne le pouvoir. Et lorsque le travail vous a donné le pouvoir, mais c'est à vous de distribuer les droits, c'est à vous de choisir vos droits. Parce qu'il faut dire, Sam, que chacun est ce qu'il est, chacun est ce qu'il pense, chacun est ce qu'il ressent, chacun est ce à quoi il aspire. Voilà. Merci beaucoup, c'est une très bonne matière, une très bonne. Nous savons tous, je l'ai toujours répété dans notre chaîne télévisée, Armée Télévision, j'ai toujours répété que les bonnes choses ne durent jamais. Tel que le Christ lui-même, le Fils de l'homme, il n'a pas traîné sur la terre, il n'a fait que prendre quelque chose. Voilà, donc avec notre émission, nous sommes vraiment presque à la fin de notre chère émission. Si vous aimeriez encore voir notre professeur pour certaines thématiques que vous allez nous proposer, et je crois que les concerts nous aidera toujours à pouvoir donner certaines perspectives, cher professeur, n'est-ce pas? Vous dites professeur. Le rôle d'un professeur, c'est enseigner. Le rôle d'un professeur, c'est rechercher, chercher et trouver. Le rôle d'un professeur, c'est apporter à la société des mécanismes, des solutions pour régler ces problèmes. Donc, tant que la jeunesse rencontrera des problèmes, tant que la citoyenneté responsable et active aura besoin d'explications, le professeur Rukengwa sera avec vous. Merci beaucoup, cher professeur, ça nous va droit au cœur. En tout cas, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Ritel Cameron, c'est son mois, et nous le saluons. Et nous tenons à saluer les caméramans de la chaîne, monsieur Stanley Bakwa, et nous saluons les DG, les patrons de la chaîne, évangéliste Roger Baka, nos salutations à vous. Et nous tenons à saluer les DT, M. Yoshi, et les BAF, les grands monteurs de notre chaîne téléviseur. Et nous tenons à saluer l'entrepreneur Esther Maseko. Nous tenons à saluer tous nos téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent depuis YouTube. Et nous tenons vraiment à vous saluer tous. Grâce à vous, c'est grâce à vous que la tribu continue à pouvoir foncer, à pouvoir essayer de faire quelque chose de bien pour vous satisfaire du jour au lendemain. Quant à moi, je pense que vous avez un mot à dire? Non, je suis content. J'ai dit merci, vous m'avez invité. Je suis content. Et vous confirmez que la jeunesse est importante, elle est utile. Quand je vois le jeune caméraman, quand je vous vois, je me dis, mais les réponses sont là. Les jeunes ont un devoir, ont des responsabilités à assumer. C'est aux jeunes d'assumer la responsabilité, la citoyenneté responsable et active. C'est à vous. Le monde a besoin de votre énergie. Merci beaucoup, cher professeur. Nous vous remercions également parce que vous aviez laissé vos engagements de pouvoir répondre à notre invitation. Bon, moi je suis à l'école, hein, je suis à l'école. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Nous rappelons que les professeurs, c'est les promoteurs de l'école Humanité Nouvelle, une école vraiment éducative. Hein. C'est l'homme de l'éducation, c'est une école éducative, une école de l'homme, une école de la nouvelle génération. Une école qui veut que l'homme devienne nouveau, voilà, en tout. Parce que l'homme ancien ne s'est pas révélé utile. Il faut qu'il y ait un nouvel homme qui travaille pour le bien, essentiellement. Et c'est pour ça que Humanité Nouvelle a été mise en place, qui se trouve en Boudi. Il faut quand même dire où se trouve l'école, monsieur. Vraiment. L'école se trouve en Boudi. L'école se trouve en Boudi. C'est l'avenue Plage numéro 1, quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. Si vous venez apporter vos enfants, bientôt là, les inscriptions commencent. Amenez vos enfants partout derrière. Voilà, c'est une école de conscience. C'est une école à laquelle nous travaillons. C'est une école où il y a vraiment de très bonnes choses. Il n'y a pas trop à dire. Vous-même venez voir. Je sais qu'un exemple vous a été parvenu aujourd'hui. Nous vous remercions. Bye.